vous savez que si le siècle dernier a été le siècle de l'électronique, ce qui nous attend maintenant, c'est évidemment la photonique, c'est-à-dire utiliser les photons, utiliser la lumière, un petit peu là où on se sert d'électrons à l'heure actuelle. C'est très important de savoir comment la lumière se propage et comment on peut contrôler sa propagation pour prendre éventuellement des décisions logiques comme on en prend dans les ordinateurs en électronique. Et donc, c'est évidemment un sujet d'avenir et c'est une des raisons pour laquelle j'ai insisté beaucoup pour qu'on continue dans cette voie et qu'on développe en fait de l'optique ici aux facultés dans le département de physique. Alors, j'ai commencé en fait par de l'optique théorique puisque c'était mon métier et donc j'ai développé des systèmes de calcul qui étaient adaptés à la propagation de la lumière. À cette époque-là, on développait ce qu'on appelle les cristaux photoniques, c'est-à-dire des systèmes inhomogènes périodiques qui ressemblent à des solides. Et en fait, les matériaux homogènes sont extrêmement limités du point de vue propriété optique parce que le nombre la variété des indices de réfraction est très, très, très mince. Les matériaux n'existent pas. Par contre, si on structure les matériaux, eh bien là, on dépasse quelque part les propriétés des systèmes homogènes. Ce sont les interfaces qui commencent à jouer. Et là, on peut avoir des résultats qui sont nettement plus intéressants. Ce qui fait qu'on sent à l'heure actuelle que toute la photonique va se développer, non pas dans des matériaux homogènes, mais dans des matériaux inhomogènes. Alors, le problème, c'est de fabriquer des matériaux inhomogènes avec des structures bien définies. Extrêmement difficile, extrêmement lourd, très cher à développer, parce que c'est la technologie des semi-conducteurs et de la structuration des matériaux. Il y a très peu de centres qui arrivent à faire ce genre de choses. Et puis, c'est là que, en fait, en ce qui me concerne, un miracle s'est produit, c'est que je me suis rendu compte que dans la nature, ces choses existaient déjà. En réalité, la première rencontre, c'est dans des papillons comme ceux-ci qui sont bien connus, qui sont des morphos de l'Amazonie. Alors, je pensais au moment où j'ai examiné ce papillon-là pour la première fois, et il avait été décrit dans la littérature, que ce serait un accident, quelque part. Et puis, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas un accident. En fait, beaucoup d'organismes vivants se colorent de cette façon-là, en utilisant des matériaux inhomogènes, et que le problème principal, c'est pour comprendre ces choses-là, c'est de comprendre comment la lumière se propage dans des matériaux inhomogènes. On rejoint ce dont on a besoin en technologie. Ce sont des exemples de technologies que nous n'avons pas à fabriquer dès le départ, il faut les attraper dans la forêt, et ils ont des caractéristiques physiques qui sont extrêmement intéressantes et qui nous apprennent beaucoup. Un exemple que je voudrais vous montrer de transfert technologique qui est possible et qui est tout à fait facile à mettre en œuvre ici. Voilà, ceci c'est un coléoptère, ça s'appelle un dynastercule. Et ça vole en Guyane, ça vole en Guadeloupe, par exemple, en Colombie ou en Amérique du Sud. Alors c'est très très grand, ceci c'est un mâle. L'insecte lui-même est intéressant en soi pour les biologistes, mais pour un physicien, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans ? Il y a une propriété que je peux vous montrer, c'est qu'on peut écrire sur ce coléoptère avec de l'eau. Donc ceci, c'est simplement un petit feutre qui est imbibé d'eau. Et vous voyez qu'en fait, chaque fois qu'on mouille la cuticule vert olive de l'animal, en fait, elle noircit immédiatement. Alors, ça, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant parce que
c'est ce qu'on appellera de l'hygrochromisme, c'est-à-dire l'humidité fait changer la couleur du matériau. Et on a des matériaux qui sont sensibles aux champs électriques, qui sont sensibles à la température, qui sont sensibles à la pression. Mais ici, il est sensible à l'humidité, en fait. Et quand l'humidité disparaît, quand elle s'évapore, eh bien, la couleur revient. C'est tout à fait réversible. Alors, ça, c'est une propriété physique, en réalité, qui intéresse peut-être les biologistes. Alors, pour moi, c'est évidemment extrêmement important, parce que la première chose, c'est de comprendre comment ça se produit. Alors, il faut le microscope électronique, évidemment. Hein. Il faut casser la cuticule, il faut regarder l'intérieur. Et l'intérieur, on le voit, eh bien, ce sont des lamelles dans des cavités creuses. Et l'eau peut s'infiltrer entre les lamelles. Alors, on comprend très facilement pourquoi le noir apparaît. C'est que simplement, les lamelles produisent la coloration verte, vert olive, comme les structures de chitine sur les papillons morphaux produisent le bleu. Et donc, c'est une coloration purement structurale. Il n'y a pas de colorant. Ce sont des matériaux purement transparents. Alors, ce qu'on voit en réalité, c'est une couche transparente avec évidemment un substrat de mélanine noire qui se trouve en dessous. Et donc, on peut écrire comme ça. Évidemment, cette idée-là, une fois qu'on l'a comprise, elle peut nous indiquer comment le faire artificiellement. Et donc, c'est pas très difficile d'utiliser une mousse diffusive et finalement de provoquer l'écriture en annihilant les contrastes d'indice de réfraction qui provoquent la diffusion. Et donc, ce genre de choses, on peut les créer artificiellement aussi. Et donc, on peut imaginer de réaliser des surfaces, des étiquettes, des objets qui sont sensibles à l'humidité et donc qui vous indiqueront si l'atmosphère est humide ou si elle l'est moins. Et on peut évidemment penser à beaucoup d'applications. Alors ça, c'est une des démonstrations que je peux faire très simplement, mais dans ce domaine-là, le biomimétisme, c'est-à-dire prendre des idées dans la nature et les transposer du côté artificiel, eh bien, c'est extrêmement fréquent. C'est quelque chose qu'on peut exploiter assez communément. Et c'est une affaire de physiciens, surtout. Parce que, quelque part, ce sont les mécanismes qu'il faut découvrir. Il faut faire ce qu'on appelle l'ingénierie inverse de la structure, comprendre comment elle fonctionne. Et puis, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, eh bien, il faut repasser à son métier artificiel, si je peux dire, qui va permettre de créer des matériaux nouveaux et de passer à des applications que les gens recherchent actuellement. Donc, pour moi, d'une certaine manière, étudier les propriétés optiques des organismes vivants, ça n'est pas, je dirais, pour la curiosité vers l'animal. Bien sûr, la curiosité vers l'animal est là aussi, mais c'est surtout, d'une certaine manière, pour, je vais dire, élargir le champ de la source d'imagination. Parce que pour un ingénieur, se trouver devant une page blanche où il faut dessiner un schéma, c'est un problème. Évidemment, il faut l'imagination au départ, il faut l'inspiration. Et l'inspiration, on peut la rencontrer dans la nature aussi. Et donc, c'est un travail tout à fait en amont de l'ingénierie, mais il est aussi important que le développement lui-même.